Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne Ensemble c'est mieux qui fait la part belle aux initiatives régionales solidaires. On est ravis de passer cette petite heure en votre compagnie. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tout de suite le menu du jour. Aujourd'hui, nous parlerons de carburant à l'heure des préoccupations écologiques et économiques. Quelles sont les alternatives au carburant classique? Eh bien, réponse dans quelques instants avec Renaud Michel de l'ADEME Bretagne. Et puis consommer moins, consommer mieux, ce sera tout à l'heure le credo de notre chroniqueuse famille Gwendoline Brahim. Nous vous présenterons également Onidou, un lieu singulier dédié à la parentalité à Rennes en compagnie de sa fondatrice Laura Cumunel qui est à nos côtés. Avant de devenir parent, il faut forcément, enfin en tout cas c'est mieux, un coup de cœur. Et bien c'est justement l'affaire de Linda Lepoder et Katia Edlin, créatrice d'une agence de rencontres sans site web qui va à l'encontre de la vague numérique actuelle. Et bien ça marche. Et puis enfin nous sommes joueurs, vous le savez. Franck Botta nous présentera Wizama, sa société qui commercialise un jeu de plateau à la croisée du jeu de société et de la console qui permet d'inventer de nouvelles façons de jouer ensemble. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à vous, on est très heureux de vous retrouver. Alors moi je vais tout de suite me tourner vers Catherine Bossard qui est, tout le monde le sait, ça n'est même plus à prouver, très joueuse. On l'évoquera avec vous tout à l'heure, mais j'avais envie de vous demander d'abord qu'est-ce que vous attendez de cette émission sur le carburant? Mes attentes sont élevées puisque le carburant c'est quand même une thématique très importante en ce moment. Et puis surtout, j'attends une clarification par carburant. Vous entendez quoi? Est-ce que vous entendez mon demi-litre de café du matin qui est essentiel pour démarrer la journée? Je pense que je suis pas la seule, à mon avis. Est-ce que vous parlez du biocarburant, éthanol, huile de friture, etc. Je pense qu'on va en parler. Ou est-ce que vous parlez du jus de dinosaure? C'est le carburant fossile, quoi. C'est ça, le pétrole, c'est du jus de dinosaure en fait. Eh bien, moi, mes attentes, c'est des conseils pratiques. Par exemple, comment faire pour siphonner le réservoir d'essence de son voisin? Parce que l'essence coûte cher maintenant. Sans l'effet haleine de gasoil, quand même, c'est important. Et puis, comment aussi entretenir de bonnes relations avec son voisin malgré tout cela. Mais bon, là, ça passera peut-être par du jeu ou de la rencontre, des choses comme ça. Donc, je vous écoute, je suis toute oui, en tout cas. Bien, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Vous l'avez compris, le thème principal ce matin, c'est le carburant. Mais finalement, un carburant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, réponse tout de suite en images. Un carburant, qu'est-ce que c'est? Le mot carburant vient du latin carbo, ce qui veut dire charbon. Le tout premier carburant date de 1804 et il alimentait les locomotives. C'était tout simplement de l'eau chaude. Oui, vous avez bien entendu, au 19e siècle, on carburait à l'eau chaude. Mais assez vite, le charbon lui pique la vedette et la remplace. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est plus puissant, car il est plus inflammable. Et la chaleur est indispensable au bon fonctionnement d'un moteur à combustion. Explication. Le carburant entre et sort dans le moteur. Il est compressé par des cylindres, il s'enflamme et une fois devenu gaz, le carburant est évacué. En gros, démarrer sa voiture, c'est comme allumer une bougie. Aujourd'hui, le gasoil et l'essence sont les carburants les plus répandus dans nos stations-service. Mais ce sont aussi les plus polluants. Une voiture française émet 2 tonnes de CO2 par an et par personne, soit ce qu'un Français devrait produire sur une année en ayant une voiture, un téléphone, une habitation, en s'alimentant, etc., etc., etc. Il y a donc urgence. Mais rassurez-vous, il existe aujourd'hui des alternatives à ces carburants, comme le biocarburant composé de différents produits, comme le soja, le maïs ou encore les betteraves. De quoi faire une belle salade ou une belle balade. Et en matière de carburant, nous avons justement un expert sur ce plateau, Renaud Michel, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Vous êtes animateur du pôle énergie de l'ADEME Bretagne. Alors, c'est pas si simple de faire un panorama aujourd'hui des différents types de carburants. Est-ce qu'il y en a pléthore? Oui, il y en a quelques-uns. On a vu dans le reportage à l'instant, gazole, essence sont les deux plus répandus. Bon, ça, c'est pour les classiques, on va dire. Pour les classiques, voilà. On a beaucoup parlé de GPL il y a quelques années, un peu moins maintenant. Le GPL, c'est gaz de pétrole liquéfié. Voilà. C'est un résidu de produits pétroliers. Le jus de dinosaure, comme l'appelle Catherine. Voilà, c'est plutôt au moment, effectivement, du travail après l'extraction du pétrole. Hein, c'est vraiment un résidu. Ce GPL, ce gaz de pétrole liquéfié, n'a pas de vertu écologique particulière, donc pas non plus de performance combustible particulière.
On va aujourd'hui s'orienter aussi vers du gaz naturel, on en parlera je crois tout à l'heure. On a parlé de biocarburant, il y a aussi le biogaz, il y a des façons aussi d'introduire du gaz naturel à partir de matières fermentescibles. Et puis il y a d'autres modes de propulsion, et je pense à la propulsion électrique, avec à l'avenir peut-être aussi l'hydrogène. Donc ça fait un panorama, effectivement. Ça fait un large choix. Alors ça nous amène justement à parler des alternatives au carburant classique dont on vient de parler. Et parmi ces alternatives, il y a le GNV. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce terme barbare? Eh bien, il ne va pas vous rester inconnu pour longtemps, puisque c'est Billy qui va tout nous expliquer. Direction Champy, près de Rennes, où on le retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce matin à la fraîche avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Billy. Vous allez bien? Très bien, super. Alors on est là pour parler d'une alternative au carburant, c'est le GNV. Alors moi je ne sais pas du tout ce que c'est, donc il va falloir que vous nous expliquiez un peu ce que c'est que le GNV. Alors GNV, gaz naturel véhicule. Bon, ça va, c'est facile. Bon. Gaz naturel véhicule, ok. Véhicule parce que c'est un carburant qu'on peut utiliser dans une voiture, un camion, un bus. D'accord. Comme de l'essence, comme du gasoil. Okay. Sauf que c'est un gaz, c'est du méthane. C'est le gaz naturel. C'est un peu comme le GPL? Non, le GPL, c'est un gaz issu de la filière du pétrole. Ah, le gaz naturel, c'est celui qu'on utilise pour chauffer à la maison ah oui, d'accord. Ses casseroles, pour chauffer sa maison ou dans les process industriels pour les process de chaud. Donc c'est le même gaz naturel que celui qu'on a à la maison. Parce qu'aujourd'hui, on peut adapter ça à son véhicule, peu importe le véhicule, ou il faut que le constructeur fasse le véhicule lui-même? Alors ça peut se faire, mais ce n'est pas comme ça que ça va se développer. Les constructeurs développent des gammes spécifiques au GNV. D'accord. C'est en train d'arriver massivement ici sur le transport lourd, les bennes ordures ménagères, les transports de personnes, le transport de marchandises longue distance. D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est plus sur, c'est pour ça qu'on voit des gros camions partout derrière là, voilà. On est plus sur des gros camions et ce genre de choses pour utiliser le GNV quoi. C'est comme ça que la filière va s'amorcer. D'accord. Parce que c'est plus facile d'amortir une station avec des gros véhicules qui consomment beaucoup de carburant. Mais une fois que les stations vont être construites, des petits véhicules vont pouvoir venir s'approvisionner. Ça pollue moins que le diesel? Alors c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le gaz naturel, c'est du méthane. D'accord. Du méthane, moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est une molécule de carbone 4 d'hydrogène, c'est une molécule assez simple. D'accord. Quand on la brûle, elle fait peu d'un brûlé. D'accord, ok. On parle de particules fines quand on brûle du gasoil, on parle de monoxyde d'azote, des particules qui sont réputées cancérigènes. Les particules fines émises par un moteur au GNV sont abattues de 95%. Ah oui. C'est une vraie rupture. Ah oui, donc là on est vraiment à... Ah ouais, c'est pour ça que les collectivités locales sont en train de passer une partie de leur flotte de bus, de gommes. Et la question qui fâche, au niveau du coût? La question des sous. Alors ici est vendu un carburant autour de 70 ou 80 centimes. Ah ouais, donc là on fait vraiment des économies. Du kilo qui est équivalent en litres. Presque moitié prix par rapport à du diesel. Eh bien écoutez, merci beaucoup Franck, merci d'être venu ce matin, on a appris pas mal de choses. Et moi je vais aller voir, j'aimerais bien voir comment est-ce qu'on va remplir le gaz directement avec la benne à ordures. Bah, allez, à tout à l'heure. Bonjour. Alors je rejoins donc Monsieur Dehaas, qui est vice-président de Rennes Métropole, en charge de... Énergie et déchets. Énergie et déchets, d'accord. Donc vous avez déjà pris le train en marche depuis un petit moment au niveau du GNV. Donc ça fait plusieurs mois qu'on a l'ensemble de nos bennes à ordures ménagères qui roulent au GNV. D'accord. C'était un choix au moment du renouvellement de notre marché de collecte de changer de type de motorisation, en particulier pour des questions d'amélioration de la qualité de l'air vous êtes précurseur dans la métropole. On est une des premières métropoles à avoir l'ensemble de notre flotte qui roule au GNV. C'est plus de 40 camions qui roulent au GNV pour l'ensemble de nos collectes, à savoir les ordures ménagères, mais aussi nos déchets recyclables. L'objectif, c'est de basculer une part substantielle du parc qui roule aujourd'hui en diesel, des véhicules lourds, vers le GNV. Puisque, on l'a dit, c'est mieux en termes de qualité de l'air. C'est ça, hein, 95% de déchets en moins. Et au niveau économique, c'est 50% moins cher. Voilà. Et puis à terme, c'est aussi de faire rouler ces camions avec du bio-GNV, c'est-à-dire du gaz naturel qui soit produit par méthanisation dans des équipements de méthanisation qui traitent les intrants, les déchets de l'agriculture et aussi les biodéchets qu'on peut avoir dans nos collectivités. C'est ça, c'est que demain en fait, les vaches dans les champs vont faire leurs déchets, vont créer du méthane qu'on va mettre dans les camions pour revenir. Exactement, et on est vraiment sur une logique d'économie circulaire. Et de développement durable. Et de développement durable. Bon, super. Eh bien écoutez, merci beaucoup.
On a appris pas mal de choses ce matin sur le GNV. Moi, j'ai envie d'aller voir les gars, là, savoir comment est-ce qu'on fait directement. Allons-y. Allez, on y va. Bonjour. Merci beaucoup, Billy. Si vous nous rejoignez, Renaud Michel, animateur du pôle énergie de l'ADEME Bretagne, est avec nous. Et justement, est-ce que ça vous inspire une réaction, Renaud Michel, le reportage que vous venez de voir? C'est effectivement en plein développement, le GNV. Le bio-GNV, pas beaucoup encore, le lien que... Alors, quelle est la différence? Expliquez-nous un petit peu, pour être très concret. Introduire du gaz naturel issu de matières organiques, tout simplement. C'est la méthanisation dont parlait Olivier Dehaze tout à l'heure. C'est du biogaz qu'on introduit dans les réseaux, au même titre que le gaz naturel. Donc ça permet effectivement d'améliorer encore les qualités de ce gaz-là. Pas ses qualités en termes de combustion, mais effectivement le fait que ce soit d'origine renouvelable, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On l'a vu aussi dans le reportage, on a pour l'instant plutôt des bennes à ordures ménagères, c'était dans le petit film, ou des bus qui roulent au GNV. Peu encore de véhicules, il y a très peu de constructeurs pour l'instant qui font des voitures à rouler au GNV. Ça va venir. Pour l'instant, ça ne s'adresse pas vraiment aux particuliers. Pas encore complètement. Ouais. Et puis, il y a aussi très peu de stations pour l'instant, même s'il y a encore, on est en plein essor. Il y a 5 stations d'ouvertes en Bretagne. C'est très peu, mais ça permet au moins d'amorcer un petit peu ça. Il y en a une dizaine qui vont sortir dès l'année 2019 et c'est quelque chose qui va continuer à se développer. D'accord, donc on est en plein développement. Et l'enjeu, c'est quand même ce côté écologique, finalement. Malgré tout, c'est l'enjeu essentiel. Bien sûr, oui, tout à fait. Oui. C'est effectivement l'amélioration de la combustion et donc des rejets moins nombreux. C'est ce qu'expliquait Franck Lamiret tout à l'heure. C'est aussi globalement des véhicules qui sont moins bruyants. Donc pour les bennes à ordures ménagères, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, notamment en centre-ville. Et puis, effectivement, avec du bio-GNV, on améliore encore le processus. Merci à vous. Alors, je voyais Gwendoline qui avait envie de réagir. Est-ce que vous seriez tentée, Gwendoline, par l'utilisation d'un carburant alternatif? Oui, c'est une bonne idée, mais moi j'ai une petite question. Comme on est en Bretagne, qui a presque autant de cochons que d'habitants, est-ce qu'on peut se servir du caca de cochon? Oui. Ah non, mais c'est une vraie question. Du caca des cochons pour faire, comme carburant, pour faire rouler les voitures. On peut le faire. Il ne faut pas rigoler parce que c'est une vraie question. On le fait. Oui, c'est une vraie question. Et on le fait. Le lisier, effectivement, d'élevage, sert à la production de méthane et donc... pourquoi pas du bio-GNV, c'est pas encore complètement le cas, mais ça viendra. Et voilà, donc il ne faut pas laisser le lisier partout. Comme quoi. Laura, est-ce que vous utiliseriez, vous, un carburant alternatif? Et si oui, lequel? Moi, je suis très ouverte à la question. Après, c'est vrai que je suis citadine, donc j'essaye plutôt de limiter l'utilisation de la voiture. Et effectivement, je me suis assez peu intéressée au carburant alternatif. Mais bien évidemment, il y a un moment, il va falloir qu'on y aille tous. Et c'est en route, c'est le cas de le dire. Voilà, moins cher et plus écolo. Je pense qu'on a une bonne piste pour avancer. C'est pas mal du tout. Alors, on peut aussi faire un effort pour avoir un mode de vie plus éco-responsable en famille, Gwendoline, et c'est la thématique de votre chronique d'aujourd'hui. On peut faire des efforts. Alors, qui dit nouvelle année dit bonne résolution, n'est-ce pas? Voilà, je suis sûre que vous avez fait... C'est la vôtre? Moi, j'en ai prise aucune. Aucune, voilà. Pour ceux qui ont le courage d'en prendre pour le 1er janvier et qui ne les abandonnent pas avant le 1er février, il faudrait au moins en garder une, c'est celle de l'éco-responsable, du fait de consommer peut-être mieux, avec aussi une démarche plus écologique. Alors, souvent, quand on parle de ça, on parle souvent du zéro déchet qui a un peu le vent en poupe. C'est vrai que maintenant, on trouve des alternatives avec le fait de consommer plus local et puis utiliser moins de plastique, arriver avec ses bocaux comme ça et puis de remplir. Mais c'est pas toujours facile quand on est en famille. Quand on a des enfants, souvent on se penche plus sur ce qui est pratique, rapide aussi. Après le travail, on n'a pas forcément envie de partir dans quelque chose de plus fastidieux. On a plutôt envie de pas que ça aille très très vite vers l'heure du coucher. Et donc du coup, ça sent tellement le vécu. Non, du tout. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, mais voilà. Du coup, quand on parle des zéro déchets ou de consommation un peu plus responsable, on a souvent peur que ça augmente la charge de travail et les tâches ménagères à la maison. Alors que pas du tout, finalement, quand on parle de revoir son mode de consommation, ce serait plutôt consommer moins, mais mieux. C'est ce qu'on appelle le less is more. Le less is more, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, quels sont les intérêts de se consommer moins, consommer mieux? Alors, au-delà de l'intérêt financier et surtout écologique, je pense à ne pas utiliser de plastique, aller dans des commerces ou des artisans beaucoup plus locaux et éviter de jeter, utiliser des mouchoirs en tissu, par exemple, comme Catherine, au lieu des mouchoirs Vous utilisez en des papier. Mouchoirs en tissu.
J'avoue, pardon. Oui. Ceux-là sont écologiques. Bon. On peut partir sur quelque chose, de consommer moins, mais de manière plus saine et plus réfléchie. Donc ça va, par exemple, réfléchir à tous les objets qu'on va acheter. Donc, si là, demain, j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'un taille-haie, réfléchir à ce que j'en ai vraiment besoin aujourd'hui, est-ce que j'en aurai besoin demain et les mois qui suivent, ou alors si c'est vraiment un besoin ponctuel. Dans ces cas-là, on peut plutôt partir sur de l'échange entre particuliers ou sur de la location, pas tout de suite remplir sa maison d'objets et essayer de garder en tête que les objets qu'on fait rentrer dans notre maison, on a besoin, on leur donne un intérêt beaucoup plus propre à chacun et pas remplir les placards parce que on a eu un coup de cœur ou sur le fait on a eu besoin de ça alors que demain on n'en aura absolument plus besoin du tout. Se raisonner donc. Exactement. En ce qui concerne les jouets, parce qu'on s'intéresse aussi aux enfants. Voilà, alors là il y a eu Noël. Alors là voilà, il y a eu Noël, c'est l'abondance. Les chambres se sont remplies de jouets. Alors souvent on imagine que les enfants ont besoin de beaucoup de jouets pour jouer, pour s'amuser, pour s'occuper, alors que pas du tout. Il faut savoir déjà que l'ennui est producteur de créativité. Ça, c'est vrai. Donc les enfants n'ont pas besoin d'avoir une chambre remplie de jouets. Et le fait qu'ils en aient moins comme ça, surtout dans les fratries, ça développe déjà la créativité et ça les oblige à partager et à essayer de réinventer le jeu. Donc si vous avez plusieurs enfants, des fratries comme ça qui se disputent souvent pour une poupée alors qu'il y en a sûrement 10 dans la chambre, il faut essayer comme ça d'épurer l'espace de jeu et de faire en sorte que les enfants aient beaucoup moins de jeux à disponibilité. Vous faites comment? La nuit, vous rentrez comme une petite souris et vous subtilisez les jouets. Exactement, Laurence. Ils doivent vous adorer. Il faut être assez... Non, il faut être assez pragmatique. Quand ils dorment, c'est là qu'on fait le ménage. Et aussi, voilà. Donc ça, c'est pour les jouets. Mais quand on a des enfants, il y a un secteur... quelque chose qu'on a tendance à acheter, à faire rentrer dans la maison, comme ça, ce sont les vêtements. On imagine que les enfants ont besoin d'une multitude de vêtements parce qu'ils courent dehors, ils se salissent, ils trouent leurs pantalons. Ça, et donc, on achète. Le pantalon qui dure une semaine... voire 24 heures pour certains. Ah ouais. Alors, on ne sait pas. Souvent, soit on achète quelque chose qui va nous coûter moins cher, mais finalement, c'est pas grave s'il l'abîme, ou alors quelque chose qui va nous coûter plus cher, et puis on se dit, non, mais il va l'abîmer au bout de 24 heures. Donc voilà, il faut quand même essayer de garder les vêtements. Alors on peut les customiser, par exemple les vêtements de l'aîné pour que ça aille à la petite sœur, un petit écusson sur une veste en jean, et voilà, ça fait l'affaire. Et sinon, ne pas hésiter à raccommoder. Oui, comme mamie, on peut raccommoder. Oui, mais à la japonaise, donc un style un peu boro, et voilà, c'est très à la mode. Style boro, voilà. Alors ça prend, c'est une méthode de couture très simple. Pas mal, hein. On raccommode un petit peu, et puis alors sinon, les jeans trop petits, l'été, on les coupe, on fait des shorts, ça évite de consommer. Vous avez fait les scouts, vous? Oui, c'est vrai. Je faisais pareil. Voilà. Mais voilà, ça évite de consommer, de partir dans une surconsommation et de remplir la maison, alors qu'au fond, ça fait aussi du bien d'épurer l'espace, et puis c'est bon pour la planète. Bon, il y a moyen d'avoir un mode de vie éco-responsable en famille. Est-ce que vous pensez ça aussi, Laura? Oui, effectivement, on arrive de plus en plus sur le fait de limiter la consommation. Nous, d'ailleurs, dans le lieu qu'on a créé, l'idée, c'est de ne pas offrir justement des objets, mais vraiment du temps en famille. Donc, finalement, c'est écolo parce que ça ne dépense rien. Et c'est ramener justement à l'essentiel du temps de partage qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir, de ce temps de partage en tous les cas de qualité. C'est se donner aussi des idées d'activités et d'ateliers parce qu'on vient en famille faire des initiations à la danse, au yoga, à la pâtisserie. Et tout ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir refaire à la maison et repartager avec ses enfants. Et c'est totalement zéro déchet. Donc, à fond. Voilà, à fond. Parfait. Catherine, est-ce que vous allez vous mettre à la couture ou alors vous êtes déjà une adepte du style boro? J'adore la couture. C'est très joli le style boro, là, c'est très joli. Mais surtout, parce que là, tu as parlé de taille-haie, Gwendoline, parce que c'est malin. Maintenant, j'ai envie de taille-haie parce que je suis extrêmement influençable. Est-ce qu'on peut imaginer offrir, par exemple, son taille-haie à son enfant à Noël? Comme ça, il peut le partager avec ses parents et comme ça, il a moins de jouets également. C'est une proposition, je dis ça vite fait. Après, ou ça faut aussi une activité en famille. Il peut ramasser les feuilles. Voilà. Il peut aider au recyclage, aider au débarrasser. C'est pas mal. Je notais ça. À creuser. Aider à repriser. Pas mal. À creuser. Le boro. Boro, B-O-R-O. Allez, vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. Posez-nous vos questions, nous y répondrons tous les jours. Pour cela, rien de plus simple. Vous nous écrivez un petit mail à cette adresse, bretagne@ensemble-c'est-mieux.fr ou appelez-nous au 0805 383 383. Aujourd'hui, c'est Gaëlle qui est à Rennes. Elle nous a interpellés. On l'écoute tout de suite. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'habite Rennes et mon travail est à 30 km de Rennes, donc j'y vais en voiture. J'aimerais bien trouver une solution plus écologique, mais je n'ai pas trouvé d'alternative. Pouvez-vous m'aider? Merci.
Alors ça, c'est une question pour vous, Renaud, animateur du pôle énergie de l'ADEME Bretagne. Comment va-t-on pouvoir aider Gaëlle ? Peut-être elle a la chance de travailler à côté ou à proximité d'une halte ferroviaire, donc peut-être pourrait-elle y aller en train. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est sans doute la voiture la meilleure solution. Pour alors le train, on peut peut-être préciser qu'il y a quand même une politique d'abonnement à la SNCF qui est soutenue par la région Bretagne. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc les alternatives autrement, c'est peut-être le covoiturage. Finalement, elle y va seule aujourd'hui, sans doute en voiture. Peut-être d'autres personnes habitant à proximité ou sur son chemin travaillent soit dans la même entreprise, soit dans la zone d'activité dans laquelle elle est. Donc le covoiturage, ça commence à être une solution assez crédible parce qu'il y a des outils numériques, il y a des structures qui accompagnent aussi les gens pour se mettre en relation. Donc c'est quelque chose peut-être qui est une solution, on pourra l'orienter vers cette solution-là. Alors de manière très précise, il y a un site qui s'appelle Westgo, vous pouvez nous en parler ? Oui, westgo.fr, effectivement, c'est le site de covoiturage du Grand Ouest, donc développé par les collectivités de Bretagne et de Loire-Atlantique. C'est un site qui est gratuit pour l'utilisateur. Il n'y a pas de frais de mise en relation. C'est tout à fait possible de se connecter et de trouver un covoiturage par soi-même sur ce site. Alors soit un covoiturage, on le voit sur l'écran, régulier, soit un covoiturage solidaire quand on a effectivement besoin d'une solution mais qu'on n'est pas soi-même motorisé, ou quand on crée un événement, que ce soit une réunion, un festival ou quelque chose dans ce type-là. Il y a du covoiturage événementiel et donc on peut imaginer de proposer du covoiturage aussi. Alors vous parliez du covoiturage solidaire pour des personnes qui n'auraient pas de véhicule, c'est EOP Solidaire, c'est ça ? Exactement. EOP Solidaire, c'est un service qui est proposé par l'association EOP. EOP à la base... C'est une émanation de Westgo. Alors, pas complètement. EOP, c'est une association indépendante qui s'appuie sur le site Westgo. Son outil de travail, c'est Westgo, depuis que Westgo existe. Avant, elle avait sa propre base de données. Westgo, depuis la création, c'est à peu près 40 000 inscrits déjà. 40 000 personnes qui sont inscrites sur le site. Et donc, EOP s'appuie sur cet outil-là. EOP fait des animations dans les entreprises ou auprès des territoires pour aider les gens, justement, à trouver une solution. Par exemple, à Gaëlle, je crois, tout à l'heure, qui posait la question. Elle pourrait peut-être faire appel à eux. Et puis, effectivement, pour les gens qui sont en plus en panne de solutions, c'est-à-dire qui n'ont pas de voiture, qui cherchent un emploi ou un stage, des choses comme ça, il y a un service qui s'appelle EOP Solidaire, qui est proposé aussi par EOP. Donc si on souhaite se rendre, par exemple, à un entretien d'embauche et qu'on n'a pas de véhicule, et ben voilà, il y a toujours une solution. Autre solution, il y a toujours le fameux autostop, mais il évolue un petit peu quand même. Oui, l'autostop, c'est du covoiturage, finalement, mais un peu plus simple, un peu plus souple. L'autostop, aujourd'hui, il peut être organisé, il peut être sécurisé. C'est pas toujours sécurisant de faire du stop quand on ne connaît pas, a priori, vers qui on va ou sur qui on va tomber. Souvent, c'est le frein. C'est souvent le stop, frein. On a peur, on se dit, bah oui, sur qui on va tomber. C'est le frein du covoiturage en général et de l'autostop en particulier. Donc, effectivement, de quelle façon, parce que vous dites sécuriser, mais alors de quelle façon on peut sécuriser des points stop ? C'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire avant. Les gens qui souhaitent faire du covoiturage, c'est-à-dire de l'autostop, s'inscrivent et ils peuvent se faire reconnaître soit par un petit panneau, soit un petit brassard qui montre que ces gens-là ont laissé leurs coordonnées, se sont inscrites par exemple auprès de la mairie. Et puis de la même façon, les conducteurs qui s'arrêtent peuvent demander à avoir un autocollant par exemple sur le pare-brise pour dire « je suis autostoppeur solidaire ». D'accord, donc on a un badge certifié en gros, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc ça rassure ? On peut noter le conducteur ? Je ne crois pas que ce soit, mais ça reste sur les petits territoires en général, donc les gens se connaissent et puis ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreille. Et donc quand on est passé par la mairie pour s'inscrire à ce service-là, effectivement il y a assez vite des retours positifs ou moins d'ailleurs, mais souvent positifs parce qu'on est globalement sur de l'entraide. J'espère qu'on aura répondu aux attentes de Gaëlle. Alors si Gaëlle est très 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 sportive, elle peut utiliser le vélo. 30 km, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, on ne sait jamais. Le vélo, c'est quand même, ça se développe énormément. Les infrastructures se développent énormément. De quelle façon vous pouvez nous en dire plus? Alors, le vélo, effectivement, 30 km, c'est un peu long, même en vélo assistance électrique, il y en a qui le font. Mais globalement, le vélo, moins de 5 km, c'est facile. Entre 5 et 10 ou 15 km avec un vélo assistance électrique aujourd'hui, avec une bonne autonomie, c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Encore faut-il effectivement pouvoir circuler, on le voit sur les images, dans des conditions qui soient satisfaisantes, sécurisantes. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut évidemment des infrastructures. Il
Il faut des bandes cyclables, il faut des pistes cyclables. Et il faut aussi... Mais il ne faut pas que des infrastructures. Voilà, il faut aussi d'autres choses. Un accompagnement, du service. Oui, du service, de la location de vélo ou du prêt de vélo, des ateliers de réparation, du service pour regonfler son vélo, par exemple, si on a un petit souci en chemin, des choses comme ça. Et puis de l'animation, c'est-à-dire réapprendre aux gens à aimer, à faire du vélo. Dans les entreprises, il peut y avoir des animations, mais aussi dans les écoles. On a des vélos-écoles qui se développent aussi et qui sont portés par des associations aussi. En tout cas, c'est ce que le gouvernement préconise avec son plan vélo qui incite les gens à prendre de plus en plus le vélo. Et ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien. Il y a une bonne dynamique en Bretagne. Merci beaucoup Renaud. Ça vous inspire quoi les uns les autres? Je sais que Gwendoline, vous venez en train de Saint-Brieuc à Rennes. Pourquoi ce choix? C'est plus pratique ou c'est vraiment un choix Ah non, moi je fais mieux. Je prends le vélo jusqu'à la gare et ensuite je prends le train jusqu'à... Moi je fais tout bien. T'es multimodale. Elle est parfaite. Multimodale, c'est ça. Non, parce que c'est plus pratique et puis dans le train on peut rattraper sa nuit de sommeil et on va travailler et puis on rencontre du monde, c'est bien. C'est pas mal. Moi j'aime bien. C'est pas mal. Catherine, vous, c'est ça. Qu'est-ce qui vous tenterait le plus? Le télétravail. Voilà, Gaëlle, peut-être on peut l'envisager aussi, le télétravail. Vous restez chez vous, vous regardez ensemble, c'est mieux. Et comme ça, vous pouvez aller le lendemain à votre travail. On n'y a pas pensé, ça, mais c'est pas mal. Non, le vélo, c'est très bien. Et là, tu viens de me donner une idée, Gwendoline. C'est le train, quand même, propice aux rencontres. On va en parler tout à l'heure. Un petit espace de rencontre sympa aussi, comme le covoiturage. Une petite rencontre, peut-être, et plus si affinité, si je puis dire. Regardez là. Bon, en tout cas, le télétravail, on ne va pas déplacer le plateau jusqu'à chez vous, Catherine. Pas encore. Mince. Ça peut pas marcher comme ça. C'est vous qui venez encore. La famille, on en parlait tout à l'heure avec vous, Gwendoline. Eh bien, avec vous, Laura, on va focaliser justement toutes nos attentions sur le lieu singulier que vous avez créé à Rennes, un lieu dédié à la parentalité qui a un très joli nom, Onidou. Oui. Ça ne s'invente pas. Comment est venue l'idée de créer ce petit cocon, justement, dont on détaillera les fonctions tout à l'heure? Moi, j'ai eu envie de créer cet espace-là après les naissances de mes garçons. La première, notamment, qui était un enfant très désiré depuis de nombreuses années. Et pour autant, l'arrivée de ce premier enfant a été un bouleversement assez considérable dans ma vie, avec la fatigue, avec la gestion dans le couple, avec une petite dépression du postpartum. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que je m'étais même pas arrêtée de travailler, j'étais déjà à mon compte et je me disais, la maternité, c'est très facile, il n'y a pas de souci. Donc j'ai juste suivi le parcours très classique de préparation à l'accouchement et tout ça, mais on ne nous prépare pas à la parentalité. Et on se retrouve finalement très seul après. Et donc, au moment du choix de faire un deuxième enfant, forcément, il y avait... Je ne ferai pas pareil. Voilà, l'envie de ne pas faire pareil, l'envie de moins tomber dans ces difficultés-là. Et du coup, j'ai découvert d'être plus entourée, de me renseigner davantage et de moins me laisser porter par le circuit médical classique pour me poser les questions et puis pouvoir choisir un petit peu plus et vivre plus pleinement cette maternité. Donc là, moi, j'ai découvert le yoga prénatal, j'ai découvert la préparation à l'autonomie, j'ai découvert le portage, j'ai découvert le massage bébé après et ça a complètement révolutionné cette deuxième grossesse que j'ai vécue pleinement et que j'ai adoré. L'accouchement qui a été aussi beaucoup plus simple à vivre alors que le premier était plus un traumatisme parce que je l'avais subi. Là, je me suis sentie avec une force de lionne en sortant de la maternité et je me suis dit que ça pouvait quand même être très beau et qu'on parle tout le temps de la douleur alors que c'est aussi une phase qui peut être vraiment magnifique et qui donne une force aux femmes aujourd'hui, ce qui fait certainement qu'on est un petit peu moins chochotte face aux petites maladies que certains hommes. Petit message qui s'adresse à certains hommes. Renaud va sentir... Pas du tout. Et c'est vrai qu'après, le lien, pareil, avec l'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas non plus... on a ce fantasme de l'amour immédiat dès que l'enfant arrive. C'est pas le cas pour toutes. Ça peut créer énormément de culpabilité. Et du coup, voilà, d'avoir un lieu qui permet de créer sereinement ce lien-là, de pouvoir parler des difficultés, des pères aussi, parce que la place du père, on parle beaucoup en ce moment des burn-out des mamans, des dépressions du postpartum. On commence de plus en plus à en parler aussi pour les papas, parce que ce bouleversement, il est aussi
ultra intense finalement pour toute la famille. Donc c'était vraiment d'avoir ce lieu hyper cocooning, hyper bienveillant, à l'écoute et qui respecte chaque mode de parentalité, où on n'impose rien. C'est ce que vous avez créé il y a un peu plus de 2 ans. Pour vous, c'était important que ce soit un lieu où il n'y ait pas de prosélytisme, parce qu'on sait par exemple que dans les maternités, on nous incite beaucoup à allaiter, etc. Oui. Vous ne vouliez pas rentrer là-dedans, vous, surtout pas? Non, moi c'était vraiment quelque chose qui était primordial. Alors c'est vrai que sur le territoire jusqu'à présent, il y a des associations qui existent, avec souvent un parti pris qui est très fort, et c'est parfait, parce qu'après chacun va y trouver son compte. Là, ce lieu-là, j'avais vraiment envie de le créer pour que tout le monde s'y sente bien, que la démarche soit hyper simple et que justement, effectivement, on se sente bien, peu importe le parent qu'on est. Moi, mon premier enfant, je ne l'ai pas du tout allaité et j'en avais absolument pas le souhait. Je ne me suis pas sentie pour autant une mauvaise mère. Mon deuxième, j'ai eu le souhait d'allaiter parce que c'était 3 ans après, je n'étais pas la même femme et j'étais prête à ce moment-là à partager ça et ça a été révolutionnaire et j'ai allaité 13 mois. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas juger un parent par rapport au choix qu'il va faire. Il y a tellement de choses qui se jouent sur son histoire personnelle, sur son travail, sur la gestion du corps, parce que c'est un don qui est quand même aussi très conséquent. Et je pense que tout ça est à respecter et que du coup, c'est plus que chaque parent qui rentre, en sortant, se dit « je suis le meilleur parent pour mon enfant » et se sente bien. Voilà. Alors, il n'y a pas de doute d'ailleurs là-dessus qu'on est le meilleur parent pour son enfant finalement. Qu'est-ce qu'on trouve très concrètement chez Onidou ? Énormément de choses. L'idée, c'était d'avoir vraiment tout ce qui peut se faire autour de la parentalité en un seul lieu. Donc là, aujourd'hui, il y a plus de 20 professionnels qui interviennent. Ça va de la professeure de yoga, la pâtissière, la photographe, la prof de danse, la coach sportive, masseuse, une aromathérapeute, une infirmière puéricultrice, une monitrice de portage. Alors, j'en oublie toujours parce qu'on est toujours très nombreuses. Une vingtaine de professionnels regroupés. Une vingtaine de professionnels regroupés, chacune qualifiée et certifiée sur son domaine, ce qui permet de proposer en fait tout ce qui peut se faire justement autour de la parentalité, avec des choses zéro déchet, des couches lavables, ma salle de bain zéro déchet, d'autres qui vont être vraiment beaucoup plus accessibles. En ce moment, le yoga prénatal, par exemple, est très tendance. Le portage, de plus en plus de gens aussi s'y intéressent, mais quand on se retrouve avec notre écharpe de 5 mètres dans le carton, c'est pas évident, et un atelier, c'est plutôt pratique. Et là, c'est pareil, c'est ouvrir d'ailleurs sur tous les modes de portage physiologiques et ne pas être avec aussi ce clivage très fort. Voilà. Donc l'idée, c'est de venir en famille, ça c'est important. On ne laisse pas ses enfants pour partir après, on vient avec et on fait des choses ensemble. Tout à fait. C'est ça. Et c'est un peu à la carte. Il n'y a pas d'engagement à l'année. Enfin, il n'y a pas d'engagement. Pas demandé en tout cas à l'origine du tout. On peut prendre une activité une journée et puis la semaine suivante prendre autre chose ou revenir que 6 mois plus tard. C'est ça. Enfin, c'est vraiment à la carte. Le souhait, c'était vraiment d'avoir cette liberté-là. La phase de la parentalité, que ce soit pendant la grossesse ou après, est quand même très particulière. On peut être arrêté assez tôt pendant sa grossesse. Les premières semaines, on peut parfois être un petit peu dépassé à l'idée de sortir de la maison. Il y a toujours les bronchiolites, tous les maux des enfants. Donc, partir sur un engagement ou quelque chose qui soit contraignant, je trouve que ça n'aurait pas fait sens par rapport au projet. Donc, l'idée, c'était vraiment la liberté. Après, sur les formules, on a 2 propositions, soit complètement illimitées pour toute la famille, et là, du coup, on ne compte pas, on peut venir 3, 4, 5 fois dans la semaine. Quand on a 4 enfants comme Gwendoline, il y a des ateliers pour toute la famille, et l'abonnement, il est pour toute la famille. Vous allez être invité à y aller. Voilà, c'est déjà prévu. Donc, c'est vraiment à la carte, du cas par cas. Exactement. Et puis, on va aborder maintenant le volet financier, parce qu'on va être très transparent. 2 ans après le lancement, vous avez du mal pour l'instant à vous dégager un salaire, et la structure, elle a actuellement besoin de notre aide. Tout à fait. Mais c'est un choix, vous limitez à 6 familles par atelier, donc forcément ça limite le nombre d'inscrits. Vous pensiez faire appel aux banquiers aussi vite, ou en tout cas qui vous lâchent aussi vite? Alors qui nous lâchent aussi vite, non. Après, voilà, c'est un projet qui est très humain, et c'est vrai qu'avant d'être... Enfin, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment un projet que j'ai monté avec le cœur et qui m'anime au quotidien. Je l'ai certainement trop géré comme une association, alors que on n'est pas subventionné par la ville et tout ça. Voilà, donc effectivement, là, on rencontre momentanément, mais ça, on sait qu'on va passer l'étape là avec brio, on n'a pas trop de soucis réellement. Mais momentanément, on a un souci de trésorerie. Effectivement, la banque, depuis septembre, nous disait on vous suit, et puis finalement, ils ont coupé le robinet. Donc, on s'est trouvé du jour au lendemain en se disant, flûte, parce qu'une entreprise, ça peut couler juste pour
une panne de trésorerie. Donc là, c'était se dire on ne peut pas déposer le bilan alors qu'on a à peu près 1000 familles qui sont venues depuis le début, qu'on sait qu'on est les seuls sur le territoire rennais à proposer ça et qu'il y a une vraie importance dans la société de ce lien et de cette parentalité qui est finalement pour le moment assez peu accompagnée. Et j'ai juste laissé un petit message sur Facebook un soir, mais qui sortait comme ça, voilà, de façon aussi très spontanée. Et là, ça a été voilà. un nombre de messages incroyable, un soutien auquel vous ne vous attendiez pas à ce point-là. Absolument pas. Et vous avez lancé un appel au financement participatif sur la plateforme Ulule. Tout à fait. Ce que vous appelez la love money, c'est joli. La monnaie du cœur. Effectivement, là, en plus, finalement, quasiment tous ceux qui nous ont donné, on est à plus de 70% là, en une dizaine de jours de la cagnotte. Donc, on a demandé 4000. Il reste 30 jours. Il reste 30 jours, voilà, donc on devrait être bien. Après, on a besoin plutôt de 10 000 en vrai, mais on ne voulait pas tout mettre sur la campagne Ulule. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des gens en fait, qui ont donné sans contrepartie, des anciens clients qui ont donné parfois des très grosses sommes en demandant juste de continuer à rendre les familles rennaises heureuses. Ce qui fait extrêmement chaud au cœur. Et là, on a une cliente aussi actuelle qui devrait nous prêter le reste de l'argent, pareil, sans avoir d'attente particulière, juste qu'on pérennise ce lieu-là. Donc on y met toute notre énergie et tout notre cœur et on sait que ça va durer encore longtemps. Bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Et puis surtout, venez nous tenir au courant. Oui, avec plaisir. Et on rappelle donc votre structure et le projet est sur la plateforme Ulule. Et on attend donc votre aide à vous, Bretons. N'hésitez pas, la plateforme Ulule, le projet Onidou Rennes. Merci. Et on rappelle que vous faites des portes ouvertes le 12 janvier prochain à Rennes. Donc, du 7 au 11, exactement. Du 7 au 11. Tu vas finir en beauté le 12. Voilà. Gwendoline, est-ce que vous êtes joueuse? Je n'en doute pas. Ah bah oui. Bon, alors ça va vous plaire. Par contre, vous avez laissé votre place à Franck Botta, qui va nous rejoindre tout de suite, et qui est le créateur d'un jeu de société connecté à une console. Merci Gwendoline, à bientôt. Franck qui nous rejoint, qui est le fondateur de Wizama, une société qui a inventé un jeu qui s'appelle Square One. Qu'est-ce que ça veut dire Square One, Franck Botta? Départ. Case départ, voilà. D'accord. Bon. Sur un jeu de société, on a toujours une case départ. Oui, puis il y a une arrivée aussi souvent, enfin on espère, voilà, normalement. Tout à fait. Et donc, l'idée, voilà, c'est la case départ. Donc, alors, il y a une symbolique derrière, parce que pour nous, c'est notre première console également de jeu de société. Et du coup, elle a la case départ du jeu de société, mais également la symbolique de la première console de jeu. Donc en fait, c'est le principe d'un jeu de société de plateau classique, sauf qu'il est connecté. Donc c'est un mélange de jeux vidéo et de jeux de société. Voilà, nous sommes à la croisée des chemins entre le jeu de société et le jeu vidéo. Donc on a vraiment toute on se retrouve, quand on joue à un jeu de société, on se retrouve tous autour du plateau. Donc il y a tout cet aspect convivialité lorsque donc on s'affronte, on se défie, on rigole. Et finalement, dans un jeu de société, on a des pions, on a également des cartes que j'ai apportées là. Voilà. Et donc, tout ça est connecté avec la console. Et directement, ce sont les manettes de jeu de cette console. On va y trouver également un concentré de jeux de société. Donc, c'est-à-dire que toutes les boîtes de jeux que l'on avait à la maison, on peut imaginer de les avoir également sur cette console. Ah, ça s'adapte donc. Ça s'adapte. Parfait. Comment vous êtes venu cette idée géniale? Il fallait y penser quand même. Oui, il fallait y penser. En fin de compte, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que moi-même, donc, je viens des nouvelles technologies. Je suis ingénieur en recherche et développement. Et donc, il y a 3 ans de ça, j'ai proposé à ma fille de jouer à un jeu de société avec moi. Et elle était attirée par la tablette et elle ne voulait pas la lâcher. Et donc, pour moi, je me suis dit, mais mince, pourquoi tu veux jouer avec cette tablette ? Et il y avait un fossé qui était en train de se faire entre ma fille et moi, parce que le temps change. Et donc, ce que j'avais vécu petit, quand j'étais passionné, que je jouais beaucoup aux jeux de société avec mes parents, j'ai basculé également dans le jeu vidéo, mais j'ai voulu transmettre cette passion à ma fille, et finalement, les temps ont changé, et donc il faut s'adapter. Et donc, l'idée a été d'utiliser les technologies, et également le tous ensemble pour pouvoir partager ces moments de convivialité. Parce que du coup, on peut s'installer dans le salon et on n'est plus chacun enfermé dans notre chambre avec notre console. Voilà c'est ça. Cette console, elle est destinée à toute la famille. Est-ce qu'elle est traduite en plusieurs langues? Oui.
Donc c'est un objet qui est fait pour la famille, jouer entre enfants, parents, enfants, grands-parents. Donc c'est intergénérationnel et également multiculturel. C'est-à-dire que cette console est capable de gérer 32 langues et donc on peut se retrouver avec un japonais, un allemand, un américain, un français et tous pouvoir communiquer et jouer ensemble. Allez, je vais vous inviter à nous faire une petite démo. Allez-y, posez votre question pendant ce temps-là, Catherine. Franck peut se lever pour aller nous faire une petite démo, peut-être. Parce qu'il y a des jeux, quand on passe par la case départ, on gagne 10 000 €. Est-ce que le vote, ça marche ou Eh bien, ce serait possible, mais ça restera virtuel. Ah, d'accord. Bon, c'est pas de la love money, mais c'est de la... Bon, quelque chose à creuser. Ouais. Une petite démo pendant ce temps-là. Franck, je vais vous poser une question en même temps pendant que vous vous installez. Je sais que le CES de Las Vegas, le Consumer Electronic Show, a repéré votre jeu. C'est le plus grand quand même sommet technologique international, on peut le dire. Hein. Donc c'est quand même une certaine reconnaissance déjà. Ah, c'est une très belle reconnaissance. Tout à fait. Donc on a remporté donc, le Award du gaming donc à ce grand salon international de l'électronique grand public. Alors, vous nous faites une petite démo très rapidement, qu'on regarde un petit peu ça. Je vais vous présenter donc, un jeu de stratégie basé sur le jeu de Go qui s'appelle Chromacy, qui est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs. Cette console est capable de jouer, on peut y jouer jusqu'à 8 joueurs. Et dans ce jeu, donc, l'objectif est de prendre donc, des territoires. Donc je place un pion, un second pion. Là, donc je lance une partie à 3 joueurs. Et donc, lorsque donc, la console, donc, il n'y a plus besoin de lire des règles du jeu, qui sont souvent fastidieuses à lire ça prend du temps. Et qui prennent forcément du temps. Directement, la console va pouvoir nous accompagner grâce au didacticiel pendant toute la durée de la partie. Donc typiquement, la console me dit de lancer le dé. Donc je prends le dé et je lance le dé dans sa piste. Et directement, la console a détecté le 6 du dé. Et je vais pouvoir donc déplacer ma figurine dans n'importe quelle direction et même revenir en arrière. C'est-à-dire pour pouvoir prendre ces territoires. Donc le but du jeu est de prendre 25 territoires pour gagner la partie. Et si on se trompe, est-ce que le jeu, justement, comme il est interactif, est-ce qu'il nous fait un gros bip d'erreur? Alors, il vous le dit, et vous allez même pouvoir reprendre la partie, arrêter la partie et la reprendre plus tard, si vous avez des invités qui arrivent à un moment donné, si vous êtes interrompu pendant la partie. Donc typiquement... Merci beaucoup. Franck, je vous laisse finir de jouer avec Gwendoline parce qu'elle avait l'air bien tentée par le jeu. Puis Linda aussi et Katia qui nous rejoindront tout à l'heure. Merci Franck, merci Laura. Je vous propose qu'on revienne tout de suite à notre thématique du jour, notre thématique du carburant. Direction Sainte-Sève dans le Finistère où vous allez découvrir une autre solution alternative, de l'eau qui fait tourner les moteurs. Alors on y croit pas, mais écoutez, on va regarder tout de suite cet reportage de Stéphane Sauvillier et Yvan Froberg. Une voiture, tout ce qu'il y a de plus normal en apparence. Mais Fabien, son conducteur, est un automobiliste éco-responsable. Il a choisi d'équiper le moteur de son véhicule d'un système hybride pour rouler plus malin. Elle roule à l'essence traditionnelle et à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un petit dispositif qui fait que la vapeur d'eau, en fin de compte, vient au niveau des injecteurs et va permettre de diminuer la consommation. En moyenne, je suis là à 6 litres affichés sur le compteur contre 7 litres normalement sur un véhicule de ce type-là. Une consommation de carburant réduite grâce à un système tout simple qui en améliore le rendement. Le principe repose sur l'utilisation de vapeur d'eau. Voilà le système en fait, tout simplement un petit bidon d'eau qu'on remplit à moitié, il y a un niveau. Voilà, et simplement on vérifie régulièrement que le niveau est toujours au stade intermédiaire ici. Écolo, c'est le nom de cette innovation qui a vu le jour ici, dans un petit coin de Finistère en 2010. Depuis, près de 5000 kits ont été vendus dans toute la France. Avec les problématiques liées au prix du carburant ces dernières semaines, les commandes se multiplient. C'est un véritable engouement, c'est un vrai pic d'activité. On multiplie par 10 les demandes, on multiplie par 10 les commandes, on a du mal à suivre. À l'heure où la consommation de carburant pose de vives questions de société, un système comme celui-ci pourrait s'inviter au cœur des débats.
Alors, comme vous voyez, ça joue fort du côté de Franck et de Gwendoline et de Laura pendant qu'on regardait ce sujet. On va revenir vers vous, Renaud, tout de suite. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette initiative avec la vapeur d'eau qui ferait tourner les moteurs? Ça paraît miraculeux comme ça. Ça paraît miraculeux. Je ne suis pas convaincu que ce le soit complètement. Vous êtes sceptique. Je suis assez sceptique, mais enfin, c'est un principe qui est assez ancien. Hein, qui n'a pas forcément connu jusqu'ici son apogée. Je me dis, il y a peut-être des raisons. L'efficacité, elle est quand même, ou elle peut être assez relative, notamment parce qu'il faut forcément de l'énergie pour transformer l'eau en vapeur d'eau. Oui. Donc, dans le bilan énergétique du véhicule, voilà, il faut aussi se regarder, et c'est peut-être pas forcément bon dans tous les cas. Et potentiellement, notamment sur les véhicules récents, comme on voyait le monsieur dans le reportage, il peut y avoir un risque de perte de rendement. Le véhicule n'est pas fait pour ça a priori. Donc voilà, là aussi, je suis une petite prudence par rapport à ça. Après, mon discours là-dessus, c'est simplement que c'est sans doute pas la solution miracle, c'est sans doute pas généralisable. Et si ça marche, tant mieux. L'eau, c'est pas intéressant de toute façon. On le savait. Vous parlez une convaincue, Renaud. Ouais. J'étais sûre que vous alliez dire ça, Catherine. Allez, Linda Lepoder et Katia Edeline nous ont rejoints. Leur carburant à elles, c'est le cœur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes les directrices associées de l'agence de rencontre Linda et Katia. Jusque-là, rien de très original. Sauf que votre agence est une agence qui n'utilise pas le web. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut surprendre, hein, sachant qu'il y a pléthore d'agences de rencontres en ligne. Pourquoi vous avez décidé de prendre le contre-pied de la vague numérique actuelle? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Votre parcours, peut-être, Linda, qui explique ça? Donc, à la base, avant, je travaillais en milieu hospitalier, donc toujours dans l'humain. Et puis, je me retrouvais pas du tout, en fait, dans mes valeurs. Et autour de moi, j'ai pu créer des couples. D'ailleurs, que je peux leur faire un petit clin d'œil à Julie et Yvan et Camille et Nicolas. Et de là, je me suis dit, ouais, je peux vraiment travailler avec mes tripes et avec mes valeurs humaines. C'était ça qui est essentiel pour vous, oui, mettre en avant c'est vraiment très les important. Valeurs humanistes que vous portez. Complètement. Et puis, de là, j'ai créé l'agence et j'ai rencontré par hasard Katia. Mais jamais de hasard. Oui, sans le vous n'y croyez pas. Il n'y a pas de hasard. Vous n'y croyez pas au hasard. Katia et Edeline, vite réelle. Oui. Finalement, vous avez un profil complémentaire toutes les deux. Enfin, vous aviez les mêmes valeurs, en fait. C'est là-dessus que vous êtes rencontrées. Ce qui est important, et c'est ce qui a été le déclic déterminant, c'est en fait nos valeurs humaines. On avait la même vision des choses, du partage, de l'humain. Et comme vous l'avez souligné, à l'heure du tout numérique, c'était important d'apporter cette proximité qu'on souhaite dans l'agence. Alors, votre agence, elle est basée physiquement à la Gravelle, entre Rennes et Laval. Oui. Pourquoi, à votre avis, on se tournerait plutôt vers vous que vers un écran d'ordinateur? Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée aujourd'hui? Déjà, nous, notre envie, déjà. En premier lieu, on a cette envie, cette détermination à former des couples. Linda, comme elle l'a dit précédemment, en a déjà formé. Moi, j'en avais formé un auparavant également. Et puis, une idée bien précise de ce qu'on voulait en termes de rencontre, c'est-à-dire la sincérité, la proximité, le sérieux, l'investissement. On a des mots-clés redondants qui reviennent souvent, mais effectivement, cette envie et puis cette joie de vivre, parce que Linda, dans la vie, est plutôt fêtarde. Et puis, on aime l'humain, quoi. Je crois que c'est important. C'est ce qui est important, c'est ce qui reflète l'agence. Voilà. Alors, chez vous, on ne commence pas par la photo. Les gens, c'est clair. Si on veut un catalogue photo, voilà, c'est ce que vous dites. Si vous voulez un catalogue photo, vous allez sur Internet. Tout à fait. Comme ça, les choses sont claires. Oui. Et vous vous attachez à ne faire rencontrer que 6 personnes. Alors, expliquez-nous pourquoi cette démarche. 6 personnes au maximum. Oui. Alors, ça a été étudié, ça a été réfléchi. On s'est dit 6 personnes parce que, déjà, au bout de 3-4 personnes, nous, avec nos adhérents, on leur fait tout un fichier qu'on a élaboré avec une psychologue. Et on connaît plein de choses sur eux. Et on se dit, il n'y a pas besoin de 36 personnes. Vous les rencontrez longuement en amont pour cerner, c'est ça, tout à fait. Katia les rencontre. Oui, déjà, donc, ce qu'on s'organise de la sorte, c'est-à-dire qu'il y a une première rencontre. Donc, on explique le contrat, ce qui nous unit avec nos adhérents, notre façon de travailler.
Donc notre éthique, hein, c'est important pour nous. Et donc il y a ce premier rendez-vous. Moi, je parle un petit peu aussi du passé de nos adhérents. Et puis, en second plan, on leur propose un second rendez-vous. Hein, c'est Linda qui s'y colle. Oui, tout à fait. Voilà. Et ensuite, on se regroupe et on en discute de comment elle a perçu la personne, comment moi j'ai perçu la personne. Bien sûr. Et donc, on a mis 6 rendez-vous parce que on doit être capable d'estimer, oui, qu'en gros, au bout de la moitié, même tout si, à fait, si vous n'êtes pas arrivé d'avoir compris la personne qui recherchait. C'est un peu comme l'immobilier, je veux dire, une maison, on nous demande une maison avec 4 chambres, 100 mètres carrés en plein centre-ville. Si on leur présente exactement ce qu'ils nous ont demandé et que c'est toujours pas la bonne maison, c'est soit on n'a pas compris le bon profil, ou soit c'est eux qui nous ont pas expliqué forcément correctement leur demande, leur recherche. Donc vous avez un niveau d'exigence élevé. Est-ce que vous avez le sentiment de travailler un peu comme des artisans finalement? Oui, complètement. C'est le mot-clé à Katia. Oui, c'est mon mot fétiche. Linda me charge avec ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, notre mot-clé, c'est l'artisanat. On y tient. On ne travaille pas sur le quantitatif, mais sur le qualitatif. C'est important. Et puis on y met tout notre cœur. Hein. On est forcément heureux depuis le démarrage de l'agence. On a matché 2 couples qui fonctionnent bien et on ne compte pas s'en arrêter là. Non, on a plein d'ambitions, plein d'envies. On souhaite faire des bébés ailleurs, d'autres agences, se former ailleurs. Pour l'instant, vous intervenez sur la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine. Oui, peut-être bientôt d'autres départements bretons. Écoutez, on vous souhaite bonne chance à toutes les deux pour la suite de cette aventure qui a commencé en avril 2018. Exactement. Merci beaucoup d'être venue à notre rencontre, Catherine. Sacré sujet. Hein. Vous prenez la Love Money ou non, pas forcément. La Love Money, c'est celle du financement participatif. C'est comme ça que l'appelle Laura Kiminel. C'est joli. Oui. C'est sympa. En plus, vous êtes à la Gravelle, donc c'est pas mal. Moi, ce que je vous propose, c'est un service complémentaire. C'est le covoiturage sentimental. C'est-à-dire que vous sélectionnez les gens à travers... On fait d'une pierre deux coups, Renaud, vous avez vu? J'essaie de vous aider. Hein. On prend comme ça, on fait des affinités de conversation, parce que c'est important aussi, la conversation dans le covoiturage, et pif paf pouf, on arrive à la Gravelle, on pose sa voiture au relais covoiturage, on a trouvé l'amour, et voilà, hein, c'est pas mal. Vous pouvez y aller à pied, parce qu'on est juste à côté du parking de covoiturage. C'est pas beau ça? Et je vous donne l'idée, et en tout cas, les gens sont approuvés par test psychologique, ça c'est plutôt rassurant aussi, même si je pense que je pourrais pas passer les tests. Je cherche un T2, quartier cimetière de l'Est. Non, non, c'est pas ça. Vous pourriez faire ça aussi, c'est pas mal. Donc, très jolie idée, en tout cas. Et je pense qu'avec tout ça, on va vraiment finir ensemble. Parce que c'est mieux. Elle est trop forte. Ensemble, c'est mieux, on vous le dit. On attend vos questions, vos réactions, vous le savez. C'est votre émission. Eh bien, on se retrouve demain, jeudi, autour du thème principal du jeûne. Alors attention, pas le jeûne sautillant de moins de 25 ans, non. Le jeûne avec un accent circonflexe, celui qui nous ferait du bien après cette période de fête. Comment s'y prendre, avantages et inconvénients. Vous saurez tout demain. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Tout de suite, place à votre journal régional. Kenavo et belle journée.